Salutations, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où on va parler à nouveau Femini Books. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est le Femini Books, c'est un projet qui a été lancé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline au mois de mars 2017 et qui en est aujourd'hui à sa 3e édition. Cette fois-ci, on a aussi des blogueurs qui se sont attelés au projet et donc tous les jours, vous avez accès à un article de blog et à une vidéo d'un booktuber ou d'une booktubeuse autour du thème du féminisme. Hier, l'événement se passait sur la chaîne Ducker Darling avec le livre Scarlett O'Hara et demain il se passera sur Alex Bookin en Prada avec la dernière parution de Digli qui est Libre manifeste contre les dictats sexuels qui a été publié par Digli justement et créé par Digli et Ovidie. Mais pour l'heure, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus dans cette nouvelle session du Femini Books. Je vais commencer par vous parler de Quand je serai grande, je changerai tout de Irmgard Keun, publié aux éditions Agon dans la collection Infidèle. Le contexte d'édition et d'écriture et de parution de ce livre est assez particulier puisque Irmgard Keun écrit dans les années 30. En 1933, Hitler accède au pouvoir et la plupart de ses romans, de ses ouvrages sont catégorisés et estampillés anti-allemand, voire littérature à caractère sexuel et sont tout simplement censurés. Elle va avoir une réaction qui est un petit peu, je trouve, extraordinaire pour une femme de l'époque. On dit, c'est des on dit parce qu'il y a beaucoup d'éléments de sa biographie qu'on n'arrive pas très bien à retrouver de manière certaine, mais selon certaines personnes, elle serait allée jusque devant les tribunaux allemands pour porter plainte finalement et dire bah finalement moi de quoi je vis puisque je suis écrivaine. Donc comment est-ce que je fais pour vivre si mes livres sont censurés et interdits à la lecture et les publications. Et d'autres vont dire qu'elle a carrément attaqué le régime en justice. Quoi qu'il en soit, même si c'est l'un ou l'autre qui s'est produit, c'est assez étonnant que le régime n'ait pas réagi de manière virulente à son égard et qu'elle ait pu s'exiler en 1936 en Belgique. Donc elle a bien compris que le régime d'Hitler n'était pas du tout favorable aux femmes, particulièrement aux femmes qui écrivent. Et donc en 1936, elle publie « Quand je serai grande, je changerai tout ». En allemand bien évidemment. Avec ce livre, le lecteur va suivre l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui évolue dans l'Allemagne de 1918. On est sur la fin de la guerre, on le sent bien, et les quelques mois qui vont suivre. Et cette petite fille en fait n'entre pas du tout dans le moule dans lequel ses parents et la société de manière générale, donc l'école aussi, essayent de la faire rentrer. On essaye de faire d'elle une petite fille sage, réservée, calme, qui aime lire, qui aime les broderies, etc. Et elle n'est pas du tout dans le délire. Mais alors là, pas du tout. Elle, ce qu'elle aime, c'est se promener avec sa bande de copains, grimper aux arbres, inventer des jeux imaginatifs, recréer une société à travers leur petite bande de joyeux lurons et inventer des jeux dangereux qui pour elle sont des jeux qui sont surtout amusants. Par contraste avec d'autres petites filles de son entourage comme ses cousines, comme d'autres filles de sa classe, ses parents sont vraiment désespérés et ne savent pas comment l'éduquer, ce qu'ils doivent faire avec elle pour qu'elle change et qu'elle arrive finalement à devenir une vraie petite fille. Parce que là clairement, tout au long de l'histoire, le terme n'est jamais évoqué, mais on pense à un garçon manqué. Et clairement, toutes les caractéristiques dont elle fait preuve, c'est certes une fille, mais on aurait plutôt tendance à les attribuer à des garçons. Et d'ailleurs, c'est la seule fille de la bande. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. En ayant choisi une petite fille comme héroïne principale et avec une écriture en jeu, Irmgard Keun va pouvoir mettre en avant des inégalités, des aberrations du système sous la forme d'étonnement et d'interrogation via des yeux d'enfant finalement. Et donc c'est tout à fait un prétexte pour pouvoir critiquer la société mise en place, ce que comprend le lecteur qui lui est adulte. Donc c'est pas du tout un livre qui est destiné à un public jeune, il est plutôt destiné à un public adulte qui est à même de comprendre et de critiquer la société dans laquelle elle se trouve et dans laquelle nous nous trouvons peut-être encore partiellement aujourd'hui. Ce qui m'a marqué énormément à travers cet écrit, c'est la violence des adultes vis-à-vis des enfants. Pas seulement des petites filles, mais vis-à-vis des enfants de manière générale. Et ce sont des choses qui nous ont paru peut-être normales en tant qu'enfants et qui, à travers les yeux de cette gamine, nous font prendre conscience que non, pas tellement. Finalement, il y a des choses qui ne sont pas normales, qu'on demande de faire aux enfants et qui ne sont pas normales. Le premier exemple dont je me souvienne, c'est le moment où
les adultes traînent les enfants avec eux à un événement dit d'adultes, donc des réunions par exemple, et ou dans un bar ou bref dans une fête de quartier où il y a majoritairement des adultes et par miracle on retrouve un ou deux enfants au même endroit. Et donc du coup le réflexe ça va être tiens, va faire connaissance avec la petite fille là-bas et fais-toi une amie, vas-y, fonce, c'est la chance de ta vie. Et la gamine nous dit bah non, moi j'ai pas forcément envie de me faire amie avec cette fille là, je ne la connais pas, elle ne me dit rien qui vaille, elle a pas l'air du tout rigolote, c'est pas du tout mon style de copain-copine. Pourquoi est-ce que je serais obligée d'y aller? Est-ce que les adultes, eux, quand ils rentrent dans un endroit où ils ne connaissent personne, vont spontanément aller vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour faire ami-ami? Bah non, c'est pas forcément le cas. Pourquoi est-ce que les enfants devraient faire ça? Un autre moment très très violent dans le récit de manière verbale, ça a été le moment où la gamine apprend qu'elle va avoir un petit frère. Et justement, elle l'apprend à travers son père, qui lui-même l'apprend au téléphone, et qui s'écrie « Dieu soit loué, enfin un garçon !» Enfin un garçon, comme si c'était la consécration, the élément qu'il manquait à cette famille pour pouvoir être parfaite, pour pouvoir bien vivre. C'était l'élément indispensable finalement à la famille de l'époque. Et elle, en tant que fille, en tant qu'enfant et en tant que fille, elle se dit bah tiens mince, qu'est-ce que j'ai loupé dans l'histoire? Pourquoi est-ce que mon père voulait absolument un garçon? Est-ce que sa petite fille ne lui plaît pas? Est-ce qu'en fait c'est parce qu'il ne m'aime plus? Est-ce que donc elle commence à s'interroger énormément sur sa position et sa place dans cette famille, et a raison, puisque je trouve effectivement que ce genre de paroles est particulièrement violente à l'encontre de l'enfant qui est déjà présent. Et donc il va sans dire que j'adhère au message transmis par le livre, clairement. Je trouve que c'est important de dénoncer ce genre de choses par le contre-exemple. Donc c'est pas un livre féministe par l'exemple, mais plutôt par le contre-exemple. À travers les yeux d'une enfant, on va critiquer cette fameuse société et cette éducation. Par contre, j'ai un petit peu moins adhéré à la forme que prenait le récit. Il ne fait que 200 et quelques pages, je crois qu'il fait 200, voilà, il fait 215 pages et j'ai mis une éternité à le lire parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur à l'histoire d'abord. Donc tous les chapitres sont indépendants et donc il n'y a pas de réelle continuité et de réel pas enjeu, mais de une réelle construction de A à Z durant toute l'histoire. On va avoir des chapitres, des semaines plic-ploc. Il peut y avoir des éléments dont la gamine se souvient dans le passé qui sont ramenés à aujourd'hui. Il peut y avoir un tas de choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément en lien avec ce qui va suivre ou ce qui a précédé. Et ça m'a beaucoup gênée, surtout quand on utilise des éléments qui n'interviennent plus du tout dans la fin du récit. Par exemple, le petit frère. Typiquement, le petit frère, il va intervenir dans 2 chapitres sur tout le livre, au moment où il va naître, au moment où il va avoir la scarlatine et où elle va être écartée de tous les autres enfants par peur de contagion. Et donc je me dis, même à la fin du livre, quand on voit des scènes de famille, on ne mentionne pas du tout le petit frère et on se dit mais moi je me suis dit mais il était où ce gamin? Qu'est-ce qu'il fait? On l'a mis où? On l'a abandonné? On a fait quelque chose avec lui? Je ne sais pas, personne ne sait. Et donc ça me gêne beaucoup dans la mesure où l'auteur insère des éléments qui lui sont utiles pendant 15-25 pages peut-être, et puis après qu'elle les zappe complètement et elle ne revient plus dessus. Ça participe, je trouve, au manque de cohérence du récit et au fait que le lecteur n'est pas plongé et complètement immergé dans le récit et lui donne envie de poursuivre de chapitre en chapitre. Le deuxième récit dont je vais vous parler à présent, c'est L'effet Mathilda, écrit par Ellie Irving et publié chez Castelmore. La particularité de ce récit ici, c'est que il a été publié en 2017, donc c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout chaud, et il a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et sur la toile, sur plusieurs sites internet de critiques. En disant c'est super, c'est génial, on met une petite fille au centre de l'action, etc., etc. Un livre féministe pour les enfants, c'est vraiment cool. Et quel autre meilleur événement que le Femini Books pour vous en parler? Je vous le demande. Dans ce récit, on va suivre Mathilda qui a 12 ans, qui est férue de science, qui est très inventive, très téméraire, fougueuse, qui n'a donc pas du tout non plus les qualités d'une petite fille calme, gentille, réservée, et qui participe à un concours organisé par son école. Elle est persuadée de gagner parce que son invention est tellement géniale comparée à celle de ses concurrents. Mais elle est un petit peu trop sûre d'elle et le jury croit vraiment qu'elle n'a pas inventé toute seule ce qu'elle nous présente, enfin ce qu'elle leur présente.
Et donc du coup en fait elle est en quelque sorte disqualifiée et mise de côté au profit d'un de ses rivaux qui est Thomas et qui lui a carrément fait foirer son expérience, mais il remporte quand même le premier prix. Elle rentre alors chez elle complètement en rage, elle crie à l'injustice et ses parents qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit qu'elle vont essayer de la calmer et la rassurer, dire bah c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, etc. Et elle n'en démord pas, elle trouve que c'est injuste, que c'est parce qu'elle est une fille, on ne croit pas du tout qu'elle est capable de faire ça toute seule, etc. etc. Sa mauvaise humeur la suit jusqu'au soir où elle va chez sa grand-mère à la maison de retraite avec ses parents et elle raconte son histoire à sa grand-mère qui, dans l'espoir de la calmer, lui raconte que elle aussi, il y a 50 ans, quand elle travaillait dans un labo d'astrophysique, elle avait fait une découverte majeure qui était une planète. Et son chef, au départ, n'y avait pas cru. Aujourd'hui, ce fameux chef s'apprête à recevoir le prix Nobel pour la découverte que la grand-mère a faite il y a 50 ans. Quand Mathilda apprend ça, sa rage ne fait que décupler et elle est encore dans une humeur pire qu'avant. Et donc, son objectif à présent, c'est d'emmener sa grand-mère en Suède à la cérémonie des prix Nobel pour dénoncer l'imposture et pour que ce soit sa grand-mère qui reçoive le prix Nobel. Côté féminisme jeunesse, effectivement, on va avoir affaire ici à une héroïne qui a du caractère, qui a du tempérament, qui est téméraire, qui est fougueuse, qui adore les sciences et qui va ponctuer son récit de référence à des scientifiques femmes qui ont changé notre quotidien et auxquelles on ne pense pas du tout puisque l'histoire les a passées sous silence. On va effectivement avoir affaire à cette héroïne qui va tout faire pour emmener sa grand-mère en Suède à la cérémonie des prix Nobel et qui va donc se faire des amis tout au long du parcours puisqu'il va falloir ruser et rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir y arriver. Ce sera un voyage très très périlleux. Et voilà, je crois que c'est vraiment bien adapté à des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Même si des rebondissements sont un peu loufoques, je trouve que ça participe bien à l'esprit dans l'histoire et que c'est vraiment très amusant à lire. Et les valeurs du féminisme sont relativement bien présentes, effectivement. Je dis relativement parce que je trouve qu'il y a un gros point noir à ce récit, c'est que tout au long de l'histoire, le sentiment d'injustice revient continuellement, perpétuellement en disant il faut changer la société, les femmes n'ont pas assez de place dans la société, c'est pas juste parce qu'on est des filles, on croit qu'on n'est pas capable de faire tel et tel truc alors que c'est pas le cas, on considère mieux les hommes que les femmes, etc. etc. Et à la fin du récit, quand elles arrivent à la fin de leur péripétie, pour pouvoir arriver à leur objectif, elles ont plusieurs fois entravé la loi. Elles ont plusieurs fois brisé les lois et il y a des flics qui sont à leur trousse finalement, qui essayent de les coincer parce qu'elles ont enfreint la loi et qu'il faut quand même bien à un moment donné aussi régler ses comptes avec la police. Et en fait, finalement, bah non, elles ont maintenant des amis haut placés qui font jouer des pistons et qui disent « Vous tracassez pas, je vais m'en charger ». Et là on est « What? Mais quoi ?» Et donc toute l'histoire, on crie à l'injustice et puis finalement on apprend aux enfants, aux jeunes que quand on est du côté des gentils, bah c'est pas grave si on fait des entorses hein, aux règles parce que c'est pas nécessaire, c'est juste un peu pour décorer parce qu'on est du bon côté finalement, d'accord? Et donc je trouve que ça c'est un système qui mériterait d'être critiqué largement aussi, celui du piston, et qui pourtant est encensé dans cette fin de récit. La fin donc pour moi est assez bâclée à ce niveau-là, je suis très déçue d'avoir construit toute une histoire pour en arriver là. Et de se dire que ben, à la fin, je dis pas comment ça se termine, mais cet élément-là, moi ça m'a particulièrement choquée et je me suis dit mais quand on critique finalement un système dans lequel on se trouve, on ne critique pas une toute petite part du système. Il suffit pas de dire il faut reconnaître que les femmes sont importantes, leur accorder des places dans les sphères d'importance, etc. C'est pas suffisant, il faut arriver à changer des mentalités. Et c'est pas juste en disant ok on met une femme à la place d'un homme que ça va résoudre tous les problèmes. C'est pas par là que ça commence et c'est pas dans cet ordre d'idées qu'on va pouvoir espérer changer la société. Un deuxième élément qui m'a chiffonné, c'est vraiment tout à la fin du bouquin. À la fin, quand on a des petites notes sur différentes personnalités qui ont inventé des trucs utiles, beaucoup de femmes mais aussi quelques hommes, la toute dernière c'est en gros et si vous inventiez quelque chose.
Et elle revient sur une histoire qu'elle a vécue durant laquelle elle disait pour pouvoir financer son invention, elle avait pris sur l'argent que ses parents lui donnaient pour manger à midi. Et elle ne prenait pas le plat qui était destiné au départ, qui coûtait peut-être 2,50 € j'invente, mais elle prenait le gratin de pâtes végétarien qui était moins cher. Et elle explique là-dedans, essayez de le faire, et puis elle met une note en parenthèse en disant, enfin d'inventer je veux dire, hein, pas de manger un gratin de pâtes végétarien, ça je le conseille vraiment à personne, non, je ne le souhaite vraiment à personne. Et je me dis, mais quelle violence vis-à-vis de la minorité végétarienne aujourd'hui qui se bat pour finalement défendre les droits des animaux ou qui se bat pour la planète parce qu'on ne peut pas continuer à manger de la viande enfin, dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et je me dis, une remarque qui au départ était peut-être destinée juste à faire rire mais qui tape sur une minorité alors que Mathilda fait elle-même partie de la minorité des femmes qu'elle espère, avec l'injustice qu'elle espère dénoncer. Je me dis mais taper sur une minorité alors qu'on est dans une minorité, c'est pas du tout défendre sa cause quoi. Donc je trouve que là il y a aussi quelque chose qui aurait pas dû être fait, c'est une maladresse de la part de l'auteur qui a sûrement voulu espérer être drôle, mais je trouve que c'est pas du tout drôle et je ne suis pas végétarienne et pourtant moi ça m'a vraiment choquée. Je trouve que en 2017 aujourd'hui c'est pas normal d'avoir ce genre de réflexion dans un livre et surtout dans un livre à destination d'ados et d'enfants qui vont intégrer cette remarque en disant ah non, des gratins de pâtes avec que des légumes c'est pas bon, moi je veux que de la viande. Mais pourquoi? D'ailleurs c'est pas parce qu'il y a que des légumes que c'est forcément mauvais. Bref. Et enfin en bonus je voulais vous parler de Mathilda, écrit par Roald Dahl et ici publié chez Folio Junior. Alors pourquoi je voulais vous parler de Mathilda? Parce qu'au départ je croyais vraiment qu'il y avait un lien entre ça et ça. Donc voilà, moi je me suis dit si ça se fait l'effet Mathilda, c'est parce qu'il y a un lien avec la petite fille de Mathilda dans le récit de Roald Dahl, donc du coup ce serait bien que je l'ai lu. Je l'ai acheté en même temps et je l'ai commencé par celui-ci avant de lire l'effet Mathilda. Et donc il n'y a en fait aucun lien finalement, il n'y a aucun clin d'œil, aucun lien et ça me déçoit un petit peu parce qu'il y avait matière à faire. J'ai découvert ce récit, j'avais déjà lu du Roald Dahl quand j'étais petite et j'avais beaucoup aimé et j'ai adoré celui-ci. Roald Dahl a vraiment une grande qualité de conteur, d'histoire pour enfants et même moi qui suis adulte, j'ai plongé à tête baissée là-dedans, je l'ai lu en un trajet d'Eurostar, je l'ai lu en 2 heures, voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. La petite fille du récit en personnage principal ici est surdouée en fait. Elle vit dans une famille très modeste avec des parents, je veux dire clairement, qui sont complètement cons. Voilà, ça c'est dit. Ils sont complètement débiles. Ils la prennent pour une enfant inutile, complètement bête, pas du tout éveillée. Alors qu'à 4 ans, elle lit du Charles Dickens. Voilà. Et donc on va suivre les péripéties de cet enfant qui essaye finalement de se développer en dehors de sa famille et qui essaye surtout de survivre parmi sa famille qui doit lui donner quand même pas mal de fil à retordre. Elle va se lier d'amitié avec son institutrice quand elle arrive à l'école et toutes les deux elles vont se liguer contre la directrice qui est vraiment une peau de vache. C'est un être abominable et donc elles vont arriver finalement à l'objectif qui était fixé par Mathilda. Et je ne vais pas vous en dire plus si vous ne l'avez pas lu parce que c'est drôle, c'est attendrissant, c'est un petit peu triste aussi. Vraiment c'est un récit très complet qui a pour mérite d'avoir une fille en personnage principal. Et c'est une fille et qui ne... Je vais dire c'est pas quelque chose d'extraordinaire finalement. Et je trouve que c'est vraiment dans l'ordinaire. Si on avait plus de récits dans ce genre-là, je trouve que ça rentrerait vraiment dans les mœurs de considérer les femmes comme les égales des hommes. Et je trouve qu'il faudrait plus de récits voilà, qui soient aussi engagés mais qui soient aussi dans le... Bah, c'est normal quoi. Voilà, on a une héroïne fille qui fait telle et telle action, qui prend telle et telle décision. Bah oui, c'est juste normal parce que c'est un être humain. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle doit forcément agir de telle façon. C'est parce que c'est un être humain doté de capacités intellectuelles qui a la possibilité de réfléchir, de faire des choix et d'agir par elle-même. Et puis, voilà. En conclusion, eh bien, donc, si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont à peu près 9, 10, 11 ans, oui, vous pouvez leur faire lire ça. Tout en nuançant certains propos et en expliquant qu'une fois qu'il l'a terminé, lui parler avec lui ou elle de la fin, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que c'est vraiment un truc assez simple, le dénouement
Le dénouement aurait mérité d'être un petit peu plus fouillé, mais bon, voilà. Sinon, les principales critiques et les bons sentiments qui en découlent sont très positifs. Si vous êtes adulte et que vous avez envie de lire à travers les yeux d'un enfant, bah vous pouvez lire ceci. C'est pas l'écrit qui m'aura le plus marqué cette année, je pense, mais c'est quand même sympathique à découvrir et il ne fait que 200 pages. Donc si vous êtes un peu plus motivé que moi, et si vous avez un rythme plus soutenu au niveau de la lecture, vous l'aurez avalé assez rapidement. Et puis si vous êtes grand ou petit, ben moi je vous conseille Mathilda, parce que vraiment je fais une super belle découverte avec ce livre-là, et je le conseille à tout le monde. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez fait de belles découvertes de livres avec des héroïnes femmes fortes, indépendantes, fougueuses, scientifiques, ce que vous voulez, vous pouvez me les partager dans les commentaires, on peut en discuter ensemble. Si vous avez lu les livres dont je viens de parler et que vous avez un avis différent du mien ou qui s'en rapproche, parlez-moi aussi de ça en commentaire. Surtout en fait si vous avez un avis différent du mien, j'aime bien voir un petit peu la manière dont les autres personnes arrivent à percevoir des choses que je n'ai pas perçues. Donc ne vous privez pas en vous disant « Ah, je vais la contredire, elle ne sera pas contente ». Allez-y, faites-le, j'aime bien discuter avec vous. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!